Bonjour à tout le monde. Nous allons terminer aujourd'hui cette série de cours d'anatomie générale en mettant en place l'anatomie générale de l'appareil reproducteur. Il s'agit là d'un cours d'anatomie générale. Évidemment, tous les chapitres qui seront abordés aujourd'hui seront repris dans les cours d'anatomie topographique et descriptive en mettant en place les organes selon la description classique. Alors, dans l'espèce humaine, l'appareil reproducteur comprend l'ensemble des structures qui permettent la reproduction de l'espèce. Nous aurons plusieurs éléments dans cet appareil. Tout d'abord, les gonades, qui sont les glandes qui sont chargées de la sécrétion des gamètes, de la production des gamètes. Nous aurons ensuite les voies génitales, masculines et féminines, qui vont avoir pour objectif de prendre en charge les gamètes, donc spermatozoïdes et ovocytes, et de les amener dans le lieu normal de la fécondation. Et cette mise en contact des gamètes féminines et masculines va être possible grâce à l'appareil de la copulation. L'appareil reproducteur va ensuite permettre donc la fécondation, puis va permettre la fixation du zygote dans la cavité utérine et donc la gestation, qui est le développement de l'embryon, les 2 premiers mois, puis du fœtus jusqu'à 9 mois, la durée totale de la gestation dans l'espèce humaine étant de 9 mois. Nous incluons à l'appareil reproducteur les structures qui permettent l'accouchement, puis, et ça c'est spécifique des mammifères, l'allaitement, c'est-à-dire la capacité de la mère d'alimenter son enfant, son petit, par le lait maternel qui est produit au niveau de la glande mammaire. Et nous terminerons par un mot sur les mécanismes de régulation de cet appareil, mécanismes de régulation qui font à la fois intervenir le système endocrinien, donc il y a une régulation hormonale très importante dans ses fonctions, mais également le système nerveux périphérique et système nerveux central. Nous allons donc décliner successivement les différents chapitres ici abordés, et nous allons donc commencer par le commencement, c'est-à-dire par la production des gamètes. La production des gamètes est assurée par les gonades, qui sont les glandes sexuelles, ovaires chez les femmes, testicules chez les hommes. Chez les femmes, l'ovaire se place dans la cavité pelvienne, il est dans la cavité péritonéale, venant se placer entre la paroi latérale du pelvis et l'utérus et ses annexes que nous allons placer sur une coupe sagittale. Ici, il s'agit du modèle féminin, coupe sagittale, où nous allons donc placer l'utérus. Nous reviendrons bien sûr sur la description de cet organe, avec son annexe ici droite qui est la trompe utérine, qui se place en relation dans la cavité pelvienne avec l'ovaire. L'ovaire, à partir de la puberté, voit sa surface blanchâtre parcourue par de nombreuses cicatrices d'ovulation antérieure. L'ovaire est une glande de type amphicrine, c'est-à-dire qu'elle va à la fois avoir une sécrétion exocrine et endocrine. La production exocrine de l'ovaire, c'est bien évidemment la production des ovocytes. Et ces ovocytes, lorsqu'ils sont ovulés, c'est-à-dire qu'ils sont expulsés par l'ovaire, eh bien, ils vont être, dans un premier temps, dans la cavité péritonéale, avant que d'être pris en charge par la trompe utérine au niveau de sa partie extrême, de son extrémité, qui est l'infundibulum tubaire. La production endocrine de l'ovaire repose essentiellement sur l'œstrogène et la progestérone. Chez les hommes, la gonade, c'est le testicule. Chez les hommes, le testicule ne se passe plus dans la cavité pelvienne,
mais il va se placer à l'extérieur de la cavité pelvienne, dans le scrotum, raison pour laquelle nous allons être amenés à mettre en place ici, sur cette coupe sagittale, qui reprend d'ailleurs les éléments que nous avions déjà étudiés dans les généralités sur l'appareil urinaire, eh bien, le contour cutané. Voici la peau du pénis qui se prolonge en arrière par le scrotum, qui lui-même se place en arrière, en continuité avec la peau de la région anale, puis tout à fait en arrière, la peau du sillon interfessier, c'est-à-dire de la région glutéale. Chez les hommes, donc, le testicule se place dans le scrotum, où il est maintenu à une température moyenne constante d'environ 35 degrés, température qui est nécessaire pour la spermatogénèse. Il est intéressant de se rappeler que chez l'embryon, la gonade se développe dans la région du dos. Elle se développe à partir du rein intermédiaire, le mésonéphros. Et d'ailleurs, dans certaines espèces, comme chez les oiseaux, eh bien, le testicule et l'ovaire restent situés dans la région lombaire. Et chez les mammifères, eh bien, cette glande va descendre. Et si nous faisons ici un petit schéma extrêmement simplifié en prenant le modèle d'un embryon masculin, eh bien, l'ovaire qui est donc produit, qui apparaît dans la région lombaire, va subir une migration qui va l'amener d'abord dans la région pelvienne. Il s'arrête dans la région pelvienne chez les filles, et chez les garçons, eh bien, il va traverser la paroi abdominale pour venir se placer dans le scrotum, et il va d'ailleurs, à cette occasion, emmener avec lui des éléments de la paroi abdominale, ce qui fait que dans le scrotum, les enveloppes du testicule correspondent plan par plan aux différentes couches de la paroi abdominale antéro-latérale. La production exocrine du testicule, c'est la production des spermatozoïdes. La production endocrine est constituée par la testostérone, par les androgènes. Les gamètes ainsi produites vont être prises en charge dans les voies génitales qui constituent notre deuxième chapitre, et ces voies génitales, nous allons commencer par les mettre en place dans le sexe masculin. Les spermatozoïdes produits dans le testicule vont être tout d'abord pris en charge à la sortie du testicule dans l'épididyme qui vient coiffer le bord supérieur et postérieur du testicule et qui se prolonge vers le bas au niveau de l'ampoule épididymo-déférentielle par le conduit déférent qui va quitter le scrotum, s'engager dans le cordon spermatique avec lequel il va venir traverser la paroi abdominale antérolatérale au niveau du canal inguinal qui est la mémoire de la migration transpariétale du testicule. Puis le conduit déférent va présenter un trajet intrapelvien entre la paroi du pelvis et la vessie, en dehors de laquelle il passe, pour passer ensuite en arrière de la vessie, où le conduit déférent va être rejoint par le conduit de la vésicule séminale qui est une glande génitale masculine placée en avant du rectum et dont la production constitue entre 10 et 30% du volume du sperme. La réunion du conduit déférent et du conduit de la vésicule séminale donne naissance au conduit éjaculateur. Il existe un conduit éjaculateur droit et un conduit éjaculateur gauche. Ces deux conduits éjaculateurs s'engagent dans la fente prostatique qu'ils traversent jusqu'à l'urètre dans lequel ils viennent s'ouvrir de part et d'autre du colliculus séminal. La traversée de la prostate par les conduits éjaculateurs délimite un plan qui, dans la classification de McNeil,
permet de distinguer la prostate centrale au-dessus de ce plan de la prostate périphérique en dessous de ce plan. À compter de l'abouchement des conduits éjaculateurs dans l'urètre, les voies génitales et les voies urinaires deviennent communes et donc l'aboutissement de ces voies se fait par un orifice commun qui vient se placer au sommet du gland au niveau du méa urétral. La prostate, qui est l'autre grande glande génitale masculine, est une glande qui est responsable de 60 à 90% du volume du sperme éjaculé. Elle est constituée elle-même d'un ensemble de glandes qui viennent de façon indépendante s'aboucher dans la paroi postérieure de l'urètre. La prostate et les vésicules séminales sont accessibles à l'examen clinique chez l'homme par le toucher rectal, et le toucher rectal est en particulier important à partir de 50 ans dans la détection des pathologies très fréquentes qui vont toucher la prostate, le plus souvent des hypertrophies bénignes, parfois des cancers, et nous l'avions vu dans les généralités sur l'appareil urinaire, eh bien ces pathologies sont susceptibles de venir comprimer la portion intraprostatique de l'urètre, ce qui entraîne des dysuries. Les voies génitales masculines se terminent donc au sommet du pénis, au sommet du gland, par le méa urétral, dans un abouchement commun avec les voies urinaires. Avant de passer aux voies génitales féminines, nous allons dire un mot sur l'appareil de la copulation masculine. Cet appareil de la copulation, il est représenté par les organes génitaux externes, et c'est en particulier le pénis. Le pénis est un organe armé de 3 corps érectiles qui viennent se placer dans le périnée superficiel, recouverts eux-mêmes, ces corps érectiles, de 2 fascias et d'un étui cutané. Nous allons détailler la morphologie, la structure, ou dire un mot de la structure de ces éléments sur une vue inférieure dite dorso-périnéale d'un périnée superficiel masculin. Voici l'orientation de cette vue. Il faut imaginer une vue clinique d'un patient allongé sur le dos, cuisses fléchies et écartées, permettant d'exposer la région du périnée. Le périnée est une région qui est enfouie entre la racine des cuisses et qui se place dans un axe globalement sagittal et que l'on déploie en plaçant les patients dans cette position dorso-périnéale. En position dorso-périnéale, le périnée va apparaître dans une forme losangique, délimitée en avant par la symphyse pubienne, dont nous plaçons ici le disque interpubien et les 2 pubis, qui se prolongent de chaque côté par la branche ischiopubienne, aboutissant latéralement à la tubérosité ischiatique qui correspond au point d'appui du pelvis en position assise. Vers l'arrière, cette région va être délimitée par la pointe du coccyx qui vient se placer au centre de la région glutéale, marquée en superficie essentiellement par le muscle grand glutéal, dont nous pouvons placer sur cette vue inférieure dorso-périnéale les limites inférieures. La région du périnée s'inscrit donc dans un losange de limites antérieures symphyse pubienne, d'angles latéraux tubérosité ischiatique et délimité en arrière par le coccyx. Ce losange va être lui-même divisé en 2 triangles. Un triangle postérieur qui va délimiter le périnée anal dans lequel va venir se placer l'anus, ici entouré de son sphincter externe,
et venant répondre latéralement à une région remplie de graisse entre la peau glutéale et périnéale et le canal anal. C'est de chaque côté la fosse ischio-rectale qui se prolonge vers l'avant, au-dessus du périnée, jusqu'à la région du pubis et qui peut représenter une zone de progression, d'infection, d'origine anale. Ce sont les gangrènes de Fournier. En avant, eh bien, la région du périnée est elle-même subdivisée en un périnée profond, où on va trouver l'appareil sphinctérien strié de l'urètre, et un plan superficiel où vont se placer les éléments érectiles. L'appareil érectile, qui est donc fixé au périnée, comprend chez l'homme le corps spongieux, présentant à sa racine postérieure une portion légèrement dilatée, c'est le bulbe spongieux, qui se prolonge en avant par le corps spongieux qui se développe vers l'avant pour former le gland au sommet duquel vient s'ouvrir le méa urétral. Le corps spongieux est rejoint de chaque côté par le corps caverneux, par les corps caverneux qui sont des corps érectiles qui viennent se fixer sur les branches ischiopubiennes, droite et gauche, et qui, sous le pubis, viennent se placer au-dessus du corps spongieux, délimitant une gouttière dans laquelle le corps spongieux va venir se loger. L'ensemble est recouvert de systèmes de fascia contenant des vaisseaux et des nerfs et d'un fourreau cutané donnant au pénis son aspect en vue clinique, présentant donc un capuchon cutané venant recouvrir le gland, c'est le prépuce, qui se prolonge ensuite par la peau du fourreau de la verge, placé en continuité avec la peau scrotale présentant un raphé médian, un aspect plissé lié à l'activité du muscle d'Arthos et qui se place en arrière en continuité de la région du périnée postérieur où vient se placer la portion cutanée de l'anus. On replacera ici la région de la symphyse pubienne, la racine des cuisses et le pli délimitant la région fessière et la racine de la cuisse. Dans le périnée superficiel, les corps érectiles sont annexés à des éléments musculaires, les muscles du périnée superficiel, des éléments vasculo-nerveux, et la fonction des corps érectiles est de permettre l'érection, c'est-à-dire d'augmenter de volume par un phénomène d'engorgement sanguin, ce qui va rendre la verge adaptée au rapport sexuel permettant la pénétration. Voici pour l'appareil de la copulation de l'homme. Cela va maintenant nous permettre de mettre en place l'appareil de la copulation féminine qui est constitué de deux éléments. Les éléments de la région vulvaire qui répond au périnée superficiel féminin auquel va venir s'ajouter le vagin qui va relier la vulve au col de l'utérus. Comme dans le sexe masculin, la région périnéale va être délimitée par en avant la symphyse pubienne que nous pouvons placer ici en projection sur cette vue dorso-périnéale du périnée féminin. De chaque côté, la symphyse pubienne se prolonge par la branche ischiopubienne menant latéralement à la tubérosité ischiatique. En arrière, le coccyx va délimiter la région périnéale postérieurement. Nous allons avoir toujours le relief des muscles grands fessiers. Voici le grand fessier qui va venir
contribuer à former le galbe de cette région glutéale. La région du périnée est donc délimitée par la ligne bitubérositaire ischiatique en un triangle postérieur anal où va se placer l'anus, toujours circonscrit par son appareil sphinctérien externe et répondant latéralement à la fosse ischiorectale comblée de graisse et qui se prolonge sous le périnée jusqu'à la région du pubis. En avant, le périnée antérieur, périnée urogénital, va chez la femme présenter des éléments que nous avions déjà mis en place dans les généralités sur l'appareil urinaire. Il s'agit du méa urétral, en avant duquel nous allons trouver l'appareil érectile et en arrière duquel va se trouver l'ouverture inférieure du vagin. L'appareil érectile de la femme est constitué de corps érectiles avec, sur la ligne médiane, le clitoris, dont le gland se place immédiatement en avant du méa urétral entre le méa urétral et la symphyse pubienne, et qui résulte de l'accolement sur la ligne médiane des deux corps caverneux qui viennent s'insérer ici sur les branches ischiopubiennes. À l'appareil érectile au clitoris sont annexés les bulbes vestibulaires qui forment un corps érectile de chaque côté dont le volume détermine la projection de la grande lèvre. Entre les deux bulbes vestibulaires apparaîtra en arrière du méa urétral l'ouverture inférieure du vagin, le vagin constituant un conduit musculo-fibreux, musculo-membraneux, dont l'ouverture inférieure s'ouvre dans la région vulvaire, en arrière des voies urinaires, et qui, vers le haut, vient s'insérer sur le col utérin. Comme chez les hommes, des muscles striés sont annexés à cet appareil érecteur, ainsi que des éléments vasculaires et nerveux. Et ces éléments périnéaux vont être recouverts par de la peau, donnant l'aspect clinique de la région vulvaire que nous pouvons schématiser de la manière suivante, la partie antérieure étant orientée vers le haut du tableau. À partir de la région pubienne, les grandes lèvres vont déterminer un espace fusiforme, la fente vulvaire. À sa partie antérieure va venir se placer le gland du clitoris qui est recouvert d'un étui cutanéo-muqueux formant au-dessus et en avant de lui le prépuce du clitoris qui, vers l'arrière, se prolonge par le frein du clitoris, lui-même se prolongeant par le sillon nympho-hyménéal, duquel va se détacher un repli cutané de taille variable venant constituer la petite lèvre, et en dedans duquel apparaîtront successivement d'avant en arrière le méa urétral, donc l'ouverture des voies urinaires, puis l'ouverture inférieure du vagin. Vers l'arrière, la réunion des deux grandes lèvres et des deux petites lèvres se prolonge par un raffet médian, nous amenant à la région anale, puis à la région du pli interfessier que nous pouvons ébaucher comme ceci. Si nous revenons maintenant, à partir de la définition de ces éléments, sur les vues du début du cours, nous allons pouvoir compléter la
coupe sagittale sur le pelvis féminin en mettant le contour cutané de l'abdomen, de la région pubienne, donc, qui forme le mont du pubis, puis le relief de la grande lèvre, relief cutané qui va se placer en continuité avec la peau périanale, puis la peau du sillon interfessier. En arrière et en dessous de la symphyse pubienne va apparaître sur la ligne médiane la seule structure érectile présente sur la ligne médiane chez les femmes, venant ensuite se prolonger par le relief ici de la petite lèvre et le sillon nympho-hyménéal, venant présenter en arrière du clitoris le méa urétral, puis l'ouverture inférieure du vagin, que nous allons pouvoir à présent placer, venant se fixer en haut au col de l'utérus et venant s'ouvrir vers le bas au niveau de la fente vulvaire, où son orifice est plus ou moins cloisonné par l'hymen. Le vagin représente un conduit musculo-membraneux appartenant à l'appareil de la copulation de la femme. Il présente à sa face antérieure la marque de l'urètre et il va venir se fixer en haut sur le col utérin, délimitant avec ce dernier des récessus que sont les fornix vaginaux, antérieurs, postérieurs et latéraux, le fornix vaginal postérieur étant plus profondément marqué que le fornix vaginal antérieur ou les fornix latéraux, et c'est essentiellement à cet endroit que le sperme sera déposé lors des rapports sexuels. Gonade, voie génitale, appareil de la copulation. Nous allons maintenant détailler les voies génitales hautes de la femme de manière à pouvoir continuer la mise en place progressive de cet appareil reproducteur. Au-dessus du vagin, l'appareil reproducteur de la femme va présenter un organe extrêmement important sur le plan fonctionnel, c'est l'utérus et ses annexes. Organe de faisant partie des voies génitales, organe de la fécondation, organe de la gestation et organe permettant l'accouchement. L'utérus se présente sous la forme d'une forme triangulaire en vue supérieure, opératoire. C'est une vue que l'on va imaginer donc orientée ventralement vers le haut du tableau et à droite, ici sur notre droite. C'est une vue supérieure telle qu'elle peut être vue en cœlioscopie. L'utérus va présenter un corps utérin de forme triangulaire, aplati d'avant en arrière, entre le fondus utérin et l'isthme utérin, où celui-ci se prolonge par le col de l'utérus de forme conique et qui vient s'ouvrir dans la cavité vaginale au niveau de l'ostium externe de l'utérus. Au niveau de sa partie supérieure, au niveau de la jonction entre le bord latéral du corps de l'utérus et du fondus utérin, va se détacher la trompe utérine au niveau d'une région que l'on appelle la corne de l'utérus. La trompe va présenter une portion utérine, là où elle s'insère à l'utérus, puis une portion isthmique, rétrécie, puis une portion dilatée, l'ampoule tubaire, qui nous amène à une structure en forme de pavillon. C'est l'infundibulum tubaire venant présenter une dizaine de franges, dont une un peu plus longue, la frange ovarienne ou frange de Richard, va venir se fixer sur l'ovaire qui va se placer entre l'utérus et la trompe utérine, présentant ainsi un pôle utérin vers le dedans et un pôle tubaire vers l'infundibulum tubaire.
tubaire vers le dehors. Le pôle utérin de l'ovaire est d'ailleurs relié à l'utérus par un ligament propre de l'ovaire ou ligament utéro-ovarien, la corne de l'utérus venant présenter vers l'avant le ligament rond de l'utérus qui va, lui, s'engager dans le canal inguinal pour venir se terminer dans l'épaisseur de la peau de la région de la grande lèvre. Il constitue l'équivalent chez la femme du cordon spermatique chez l'homme. On va replacer ici, pour se rappeler, l'insertion du vagin sur le col de l'utérus, venant constituer de chaque côté les fornix latéraux. Et nous devons considérer que ces structures sont des structures creuses. Elles sont creusées de cavités. Ces cavités, pour les représenter de façon générale, on y reviendra bien évidemment en anatomie descriptive, eh bien on va les représenter par des pointillés. Nous avons d'abord, et en relation avec la cavité vaginale par l'intermédiaire de l'ostium externe de l'utérus, le canal cervical. Ce canal cervical est un canal qui est toujours ouvert et dont la perméabilité est liée à la qualité du mucus cervical qui est sécrété donc par les cellules à mucus qui tapissent la cavité du col de l'utérus, mucus cervical ou glaire cervicale. Au niveau de l'ostium interne du col, la cavité cervicale est en relation avec la cavité utérine qui, en vue supérieure, apparaît de forme triangulaire, le triangle étant délimité par le fondus utérin et par les bords latéraux du col utérin, mais qui, si vous reprenez la coupe antéro-postérieure, la coupe sagittale, est aplatie entre sa face supérieure intestinale et sa face inférieure vésicale. La cavité du corps de l'utérus est une cavité virtuelle en dehors des épisodes de grossesse. Au niveau de la corne utérine, la cavité utérine est en rapport avec la cavité tubaire, d'abord la portion utérine de la trompe, puis la portion isthmique, puis la lumière de la trompe qui nous amène tout à fait en distalité au niveau de l'ostium abdominal où la lumière tubaire est en rapport avec la cavité péritonéale. Et c'est ainsi, je vous avais dit que l'ovocyte était ovulé dans la cavité péritonéale, et bien c'est à ce niveau-là que l'ovocyte va être capté en quelque sorte par la trompe. Alors, les voies génitales hautes de la femme vont permettre la circulation des éléments dans différentes directions. Tout d'abord, le sperme éjaculé est déposé dans les fornix vaginaux et selon la perméabilité de la glaire cervicale ou mucus cervical, les spermatozoïdes vont pouvoir ou pas traverser le canal cervical et si oui, ils vont alors traverser la région de la cavité utérine, puis de la portion utérine de la trompe, puis de la portion isthmique, pour arriver alors dans l'ampoule tubaire, l'ampoule étant le lieu normal de la fécondation. L'ovocyte, lorsqu'il est libéré dans la cavité péritonéale, lors de l'ovulation, va être capté par l'infundibulum de la trompe utérine et par l'ostium abdominal, va arriver dans l'ampoule où il va éventuellement être en rapport avec un spermatozoïde et c'est par conséquent dans l'ampoule tubaire que se situe le lieu normal de la fécondation. Le calibre de ces cavités est extrêmement petit. L'ostium abdominal de la trompe, c'est environ 2 mm. L'ampoule tubaire avec 7 à 8 mm
correspond à la portion la plus importante, la plus dilatée de la trompe. Le calibre est de 1 à 1,5 mm au niveau de la portion isthmique et de 0,2 mm au niveau, ici, de la portion utérine de la trompe. Ceci doit nous rappeler que toute cause de sténose de ces cavités, par exemple d'origine infectieuse ou autre, eh bien, peut entraîner des troubles de la perméabilité des gamètes et donc des stérilités tubaires qui peuvent être l'objet de traitement par les gynécologues. L'ampoule tubaire est le lieu normal de la fécondation où les deux gamètes fusionnent pour former le zygote qui va très rapidement commencer sa division. Ce sont les stades initiaux de l'embryogénèse. Et une fois la fécondation réalisée, eh bien, le zygote et l'embryon vont migrer vers la cavité utérine qui est le lieu normal de la nidation. La nidation étant la fixation de l'embryon à l'endomètre, qui est la paroi qui tapisse la cavité utérine, c'est la paroi interne de l'utérus, et qui, dans la phase adaptée du cycle, présente des propriétés qui sont favorables à la fixation de l'embryon à la paroi utérine. Si l'embryon se fixe à un autre endroit que la cavité utérine, par exemple, et c'est le cas le plus fréquent dans la trompe, eh bien ceci va alors constituer une grossesse extra-utérine, et la grossesse extra-utérine, qui est une condition pathologique, n'est pas favorable au développement complet de l'enfant, car en effet, à partir d'un certain degré de développement de l'enfant, eh bien, la paroi va se rompre, ce qui va entraîner un syndrome abdominal aigu et un syndrome hémorragique, éventuellement susceptible d'entraîner la mise en jeu du pronostic vital et représente donc une grande urgence chirurgicale. Donc, je pense qu'on a vu ce qu'on avait à voir jusqu'à présent. Donc, gonade, c'est fait, voie génitale, appareil de la copulation, lieu normal de la fécondation, appareil de la gestation. Alors nous allons maintenant aborder le chapitre de la gestation se faisant, comme nous venons de l'évoquer, dans la cavité utérine. Alors cette gestation démarre dans le petit bassin et nous représentons ici de manière très schématique une vue sagittale de l'abdomen, du tronc d'une femme, où nous allons placer, de façon très schématique, la projection d'un utérus non gravide, avec d'ailleurs, c'est un élément de repère que vous pouvez rappeler, la projection du col de l'utérus à peu près dans le même plan transversal que celui de l'épine sciatique ou ischiatique. Lorsque l'enfant va se développer, eh bien, l'utérus va augmenter de volume progressivement, ce qui va entraîner, comme vous le savez, une expansion de la paroi abdominale antérieure, avec même parfois un phénomène d'éversion de l'ombilic. C'est ce que l'on appelle, bien sûr, l'état de grossesse. Il existe d'ailleurs des abacs qui permettent d'estimer le terme de la grossesse à partir du niveau de projection de l'utérus. Lorsque l'utérus, qui est recouvert de péritoine sur sa face inférieure et sur sa face supérieure, il est relié par le ligament large aux parois latérales du pelvis, eh bien, l'utérus, recouvert de péritoine, a donc cette réserve importante de grandeur qui lui permet de se développer progressivement dans l'abdomen, venant refouler ainsi les viscères digestifs qui viennent se placer au-dessus de lui. Dans les 2 premiers mois, l'enfant qui se développe au sein de la cavité utérine est un embryon. Au-delà du 2e mois, il est dénommé fœtus.
Et, vous le savez, la durée totale de la gestation dans l'espèce humaine est en moyenne de 9 mois. À compter du terme, eh bien, la naissance va pouvoir avoir lieu et la naissance est elle aussi, l'accouchement est lui aussi lié à l'utérus. L'utérus est l'organe de la fécondation par sa trompe, c'est l'organe de la gestation, mais c'est aussi l'organe de l'accouchement. Et deux phénomènes vont se produire, entre autres, et sont des éléments qui sont intéressants pour l'obstétricien, l'obstétrique étant la discipline médicale intéressant les médecins et les sages-femmes de l'accouchement normal et pathologique. Eh bien, ça va être d'abord des contractions de la paroi utérine. En effet, le muscle, la paroi de l'utérus, le myomètre, c'est une paroi musculaire puissante qui va pouvoir se contracter de façon à pouvoir expulser le fœtus. Contraction, et d'ailleurs les contractions sont souvent avec la perte des os le premier signe qui vont avant-coureur de l'accouchement imminent. Et l'autre signe, ça va être l'ouverture du col de l'utérus, l'importance de l'ouverture du col permettant d'établir en quelque sorte le déroulement et de prévoir l'évolution de l'accouchement. Alors, dans la science obstétricale, un certain nombre de facteurs qui relèvent de la pelvimétrie permettent, en mesurant les diamètres antéro-postérieurs et transversaux du petit bassin à différents endroits, l'ouverture supérieure ici du pelvis, c'est le détroit supérieur, à sa partie moyenne, ou encore le détroit inférieur qui caractérise l'importance de l'ouverture inférieure de la cavité pelvienne, vont permettre, en fonction de la taille de l'enfant, de prévoir si, oui ou non, un accouchement par voie naturelle va pouvoir avoir lieu. Il existe des situations où l'accouchement par voie naturelle, c'est-à-dire la traversée de la filière pelvi-périnéo-vulvaire de Farabeuf, n'est pas possible. Une inadéquation entre la taille de l'enfant, du fœtus, et le calibre pelvien de la mère. Encore, la présentation de l'enfant. En particulier, vous savez peut-être que, normalement, l'enfant se présente par la tête, mais il peut arriver des situations où l'enfant se présente par le siège et littéralement, il s'agit d'un enfant qui vient s'asseoir sur le détroit supérieur de sa mère. Ou encore, on peut avoir des implantations pathologiques du placenta. Le placenta doit s'insérer sur la paroi latérale de l'utérus, mais parfois, le placenta vient s'insérer vers le bas, au niveau du col de l'utérus. C'est ce que l'on appelle un placenta prévia. Dans toutes ces diverses conditions, et il y en a bien d'autres, c'est tout le fond de la science de l'obstétrique qui vous sera enseigné, eh bien, dans toutes ces conditions, il peut être possible non plus de mener un accouchement par la voie naturelle, la traversée de la filière pelvi-périnéo-vulvaire, mais de réaliser une incision de la paroi de l'abdomen et de la paroi de l'utérus, de manière à extraire l'enfant par une voie chirurgicale. C'est ce que l'on appelle une césarienne. Césarienne qui vient du latin caedere et qui veut dire inciser, couper. Ça n'a aucun lien avec Jules César qui aurait pu naître par une césarienne, sa mère étant décédée, je crois, vers l'âge de 66 ou 68 ans. Il est effectivement peu probable qu'elle ait survécu aussi longtemps à cette époque à une intervention chirurgicale. Fécondation, gestation, accouchement. Petite particularité dans l'espèce humaine, c'est l'allaitement. En effet, ce qui distingue les mammifères, c'est la présence de la glande mammaire, de la ou des glandes mammaires, qui permettent l'alimentation de l'enfant dans les premières périodes de la vie et qui, on le sait également, participent de la relation entre la mère et l'enfant.
le sein, dans l'espèce humaine, vient se situer à la région antérieure, dans la partie antérieure du thorax, et nous pouvons le représenter ici de manière schématique, la région cervicale, le relief du trapèze, la région claviculaire, l'incisure jugulaire du sternum. Nous plaçons en pointillé le relief du muscle grand pectoral et nous allons placer le relief de la région de l'épaule. À partir de la puberté, lorsque la glande mammaire va se développer à la face antérieure du thorax, le sein va recouvrir le muscle grand pectoral et va venir constituer le galbe antérieur du thorax chez la femme. Alors, la glande mammaire, le sein, est centré par l'aréole, au centre de laquelle vient se placer le mamelon. Il présente une morphologie et une taille variable, avec très souvent un prolongement axillaire qui se fait dans la direction de la fosse axillaire. On détermine, notamment dans le cadre de la chirurgie plastique, différents segments qui permettent de mesurer la taille du sein et en cas de chirurgie d'augmentation ou de diminution de la taille du sein, permettent de donner des éléments de repère. Le sein se développe chez l'embryon à partir de la crête mammaire que nous allons pouvoir placer comme ça très rapidement sur un embryon dont voici l'extrémité rostrale, les arcs bronchiaux, l'ébauche cardiaque, le cordon ombilical et l'extrémité caudale qui va régresser. La crête mammaire apparaît, est un éperon cutané, ectodermique, qui se place entre l'ébauche du membre supérieur et du membre inférieur. Et c'est chez les mammifères, sur cet axe, que vont se développer les mamelles. Et dans l'espèce humaine, ne persiste de chaque côté qu'une glande mammaire, un sein, mais qui se place toujours sur cette crête initiale, et il n'est pas exceptionnel qu'apparaissent des seins ou des mamelons surnuméraires, chez les hommes ou chez les femmes d'ailleurs, et ces seins ou mamelons surnuméraires apparaissent toujours sur la crête mammaire initiale, ce qui fait que le troisième sein présent sur la ligne médiane est une invention, on va dire exotique, mais n'est pas possible d'un point de vue embryologique. En pathologie, malheureusement, la glande mammaire est fréquemment l'objet d'affections cancéreuses et les cancers mammaires ont une forte capacité de d'essaimage vers les voies lymphatiques, et il existe deux courants lymphatiques principaux pour la glande mammaire, un courant minoritaire qui se fait vers la chaîne thoracique interne, le courant principal se faisant vers la fosse axillaire, et c'est par conséquent vers cette région axillaire qui va drainer la lymphe du membre supérieur et de la région antérieure du thorax que l'attention sera portée pour le traitement des stades lymphatiques des cancers du sein, nécessitant de réaliser des techniques de repérage de ces éléments lymphatiques. C'est la technique du lymphoneux sentinelle ou la réalisation d'exérèses chirurgicales de l'ensemble des structures lymphatiques de cette région. C'est ce que l'on appelle des curages lymphatiques ou lymphadenectomie axillaire. Nous allons enfin donner quelques éléments sur la régulation de l'appareil reproducteur, qui procède d'éléments nerveux et d'éléments autonomes. Alors, pour la commande nerveuse de la régulation de cet appareil reproducteur, nous allons prendre l'exemple de l'appareil reproducteur de l'homme, où nous avons représenté sur une vue sagittale la région du pénis avec l'appareil érectile, la prostate, la vessie, le rectum et l'anus, et un peu au-dessus, l'aorte abdominale qui se termine en L4 pour donner les artères iliaques communes. Nous avons
un premier élément nerveux périphérique de commande de l'appareil reproducteur et qui relève de l'appareil somatique, système nerveux volontaire. Il s'agit des nerfs qui vont commander aux muscles de la région du périnée. Il s'agit également des nerfs sensitifs qui vont être responsables de l'innervation sensitive des organes génitaux externes qui est particulièrement riche. Et je représente ici, par exemple, le nerf dorsal du pénis, branche terminale ou rameau terminal du nerf pudendal, et qui va être responsable de l'innervation sensitive très fine, en particulier de la région du gland. Nous avons ensuite un élément important, c'est le système nerveux végétatif. Système nerveux végétatif qui va avoir un rôle majeur dans le fonctionnement de l'appareil génital. Et eh bien, ce système nerveux, il s'organise de manière un peu complexe. C'est un système diffus, comme vous le savez, avec une composante qui se situe dans la région du rétropéritoine sous la forme de l'acier nerveux qui se situe autour de l'aorte et qui se condense, rappelez-vous, au niveau du départ de rameaux de branches collatérales de l'aorte, par exemple ici l'artère mésentérique inférieure, où ces condensations vont former un plexus ou ganglion mésentérique inférieur, d'où partent les nerfs viscéraux qui sont dans l'adventice de ces vaisseaux jusqu'à leur cible viscérale. Lorsque l'aorte cesse d'exister, lorsqu'elle se divise, eh bien ce tissu nerveux va se placer en continuité, formant une lame de tissu nerveux végétatif qui peut soit être très facilement identifiable, formant le plexus hypogastrique supérieur, soit être très diffuse dans le tissu conjonctif sous-aortique et situé en avant de la jonction lombosacrée. Ce plexus hypogastrique supérieur va ensuite, en regard du rectum, se diviser pour former les nerfs hypogastriques. Vous avez un nerf hypogastrique droit et un nerf hypogastrique gauche, et ces nerfs hypogastriques vont arriver au niveau de structures végétatives que l'on va trouver au niveau de la face latérale du rectum, formant une structure nerveuse rectangulaire, c'est le plexus hypogastrique inférieur. Le plexus hypogastrique inférieur est donc une structure tout à fait équivalente au réseau périaortique, mais qui est en continuité avec eux par l'intermédiaire du plexus hypogastrique supérieur et du nerf hypogastrique, et qui se place au niveau de la paroi latérale du rectum. Issu des nerfs spinaux S2, S3 et S4, cette lame va recevoir les nerfs érecteurs, décrits par Eckhart, nerfs érecteurs qui vont apporter des fibres nerveuses issues du centre parasympathique pelvien, apportant la commande notamment de l'érection. Ce sont aussi les nerfs qui vont apporter les nerfs de la miction ou de la défécation. On va donc avoir, par le système du plexus hypogastrique supérieur, des afférences sympathiques. Pour le petit bassin, ce sont les afférences L2, L4 pour la rétention urinaire et la rétention fécale, et issues du niveau médulaire L3, qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui et chez l'homme, eh bien on va avoir le centre de l'éjaculation. Ces fibres parasympathiques vont être mélangées à des nerfs parasympathiques d'origine pelvienne, et du plexus hypogastrique inférieur vont partir des nerfs végétatifs pour l'innervation de l'ampoule rectum, de l'ampoule rectale et du sphincter lisse du rectum, mais nous allons également avoir les nerfs de la vessie, de la prostate, ou encore les nerfs qui vont commander à l'appareil érectile. Il va donc y avoir, par le biais de ce système nerveux végétatif, une commande de l'érection qui est un mécanisme sympathique qui vient du niveau médulaire L3 et de l'érection qui est parasympathique et qui vient des niveaux médulaires S2 à S4 et l'éjaculation qui, elle, résulte du système nerveux sympathique
niveau médulaire L3. Alors, le côté très diffus de cette commande végétative a quelques applications en pratique clinique. Il s'agit par exemple du traitement chirurgical des anévrismes de l'aorte. Un anévrisme, c'est une dilatation pathologique d'une artère, et lorsqu'il existe une dilatation ici de l'aorte sous-rénale juste en amont de la bifurcation aortique, eh bien cette dilatation est à risque de rupture, entraînant une hémorragie massive et très souvent le décès. D'autres types de chirurgie qui peuvent avoir des conséquences sur ce système, eh bien c'est la chirurgie de la colonne lombaire basse ou de la jointure lombosacrée par voie ouverte, et ce système étant souvent peu aisément identifiable à l'œil nu, eh bien, la chirurgie peut être de nature à interrompre ici ces fibres sympathiques et vont entraîner des patients qui n'éjaculent plus. En réalité, ils éjaculent dans la vessie, ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde. Ces anéjaculations sont des conséquences tout à fait classiques et connues de la chirurgie aortique à ciel ouvert ou de la chirurgie de la charnière lombosacrée. Un peu plus bas dans le pelvis, eh bien, nous avons non seulement des afférences sympathiques d'origine lombaire et parasympathiques d'origine sacrale, et là, effectivement, eh bien, on a chez l'homme deux situations pouvant entraîner, cette fois-ci non plus des troubles de l'éjaculation, mais des troubles de l'érection, des impuissances neurogènes. Il s'agit de la chirurgie du rectum, la chirurgie des cancers rectaux, et aussi de la chirurgie de la prostate. Non pas de la résection endoscopique, mais de l'abord chirurgical de la prostate pour retirer un cancer. Pourquoi? Eh bien, ces éléments nerveux parasympathiques qui cheminent en dehors des loges viscérales du pelvis sont diffuses, sont difficiles à mettre en évidence, et une chirurgie sur des organes qui sont situés à proximité de ces connexions nerveuses, eh bien, peuvent interrompre, cette fois-ci, les afférences sympathiques, mais également parasympathiques, et ainsi venir entraîner une impuissance d'origine neurogène, car en effet, si l'érection est liée à une congestion sanguine des corps érectiles, eh bien celle-ci reste contrôlée par le système nerveux végétatif. Donc, contrôle de l'appareil génital, de l'appareil reproducteur par le système nerveux périphérique. Mais nous avons, au-delà de cela, eh bien, une commande qui est neurologique centrale. Et cette commande neurologique centrale, eh bien, nous la mettons en place sur, nous allons en donner les principes sur cette coupe sagittale qui vous montre, je le rappelle brièvement, les structures médianes, le corps calleux, en dessous duquel se place le septum pellucidum, puis ici le fornix. Vous reconnaissez ici l'abénula, l'adhésion interthalamique, le sillon thalamo-hypothalamique. À la région de l'hypothalamus va être appendue l'hypophyse, qui est cette petite glande neuroendocrine située au centre du cerveau et qui va avoir un rôle majeur dans la régulation de l'appareil reproducteur. L'hypophyse, tout d'abord, petite glande neuroendocrine, va être responsable de la sécrétion d'un certain nombre d'hormones qui vont permettre la régulation hormonale de l'appareil reproducteur. L'antéhypophyse va sécréter les hormones FSH et LH venant agir sur le fonctionnement des gonades. L'antéhypophyse va également sécréter une hormone qui est la prolactine, dont la fonction va être d'entraîner la sécrétion du lait par la glande mammaire. La post-hypophyse, elle, va avoir des sécrétions d'ocytocine. L'ocytocine étant une hormone qui entraîne la contraction, qui provoque la contraction du muscle utérin. Sécrétion hormonale. Le deuxième niveau neurologique central de régulation de cet appareil, c'est l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est cette zone
que l'on trouve en avant du septum, au-dessus du chiasme optique, au-dessus de l'infundibulum hypophysaire et en dessous du sillon thalamo-hypothalamique. L'hypothalamus est constitué d'un ensemble de noyaux dont une partie des fonctions va être, eh bien d'abord, de contrôler les sécrétions hypophysaires. C'est le principe physiologique de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Mais l'hypothalamus est également un centre de la régulation des comportements et en particulier de la régulation du comportement sexuel comme évoqué par les riches travaux d'Aron à Strasbourg qui en particulier s'était intéressé à un des noyaux de l'hypothalamus qui est le noyau inférieur de l'hypothalamus moyen ou noyau arqué qui jouerait un rôle fondamental dans la régulation du contrôle sexuel. L'hypothalamus, c'est par ailleurs, comme on le sait, le cerveau des pulsions et qui va avoir un rôle important dans la régulation des comportements et notamment des comportements de connotation sexuelle. Au-delà de l'hypothalamus, bien sûr, un niveau important d'intégration, c'est le cortex cérébral qui va venir contrôler l'activité hypothalamique et qui va se placer à l'interface de la société, environnement, culture, éducation, expérience personnelle, qui, bien sûr, vont conditionner le fonctionnement de l'appareil reproducteur et ce qui nous permet d'introduire une notion supplémentaire qui est la notion de sexualité, la sexualité dans l'espèce humaine étant une fonction qui est à distinguer de l'appareil de la reproduction, même si, bien sûr, les deux notions sont reliées. Mais ces deux fonctions sont à considérer de façon autonome l'une de l'autre. En particulier, dans la régulation des comportements sexuels, la partie frontale du cortex cérébral est particulièrement importante et on sait que les lésions de la partie antérieure du lobe frontal, les lésions du cortex préfrontal, entraînent des troubles du comportement avec en particulier des troubles des comportements sexuels. Ainsi donc, l'appareil reproducteur, vous voyez, est un appareil complexe qui met en jeu des gonades, des voies génitales, qui, par l'appareil de la copulation, permet la mise en contact des gonades, des gamètes, permettant la fécondation, la gestation, l'accouchement, chez les mammifères, l'allaitement. Et vous voyez que si l'on aborde la notion de la régulation de l'appareil reproducteur, eh bien ces notions nous amènent extrêmement loin, puisqu'au-delà des simples considérations morphologiques et physiologiques, eh bien on aborde là des notions de psychologie, de sociologie, etc., etc. Je vous remercie de votre attention et vous retrouverez pour, à présent, les cours d'anatomie descriptive de l'abdomen et du petit bassin.